Je me demande si le fait que la France ait fait 1-1 contre l'Hongrie, ça fait partie des nouvelles que je dois traiter ou pas. Euh, Enfin bon, bref. Euh, On se retrouve donc pour les commentaires de la semaine. Et vous allez voir, on a du pain sur la planche comme chaque semaine, hein. C'est fabuleux au moment ce qui se passe. Non, en vrai, beaucoup de chouettes réflexions, beaucoup d'angles que je n'avais pas approchés correctement, ou beaucoup de réflexions auxquelles je n'avais pas pensé tout simplement. Donc mettons la main à la pâte et c'est parti, on commence sur la vidéo. Alors les commentaires sont dans l'ordre d'apparition, mais par contre les vidéos, c'est pas forcément dans l'ordre d'apparition des vidéos, mais bien des commentaires. Bref, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Ils vont mourir de faim, donc la fameuse vidéo sur les sans-papiers. Nous avons Second Wind qui dit: obtenir les papiers, sujet très compliqué. Ma femme est étrangère venant d'un pays très pauvre. Une bonne partie de nos amis sont des étrangers du même pays ou de pays proches, émigrés à l'âge adulte. La majorité d'entre eux sont venus légalement et ont suivi le parcours pénible pour prolonger leurs autorisations. Tant que le parcours reste dans la légalité, ça se passe plutôt bien, même si l'administration est une plaie. Les problèmes arrivent pour ceux qui ne suivent pas tout à fait le bon parcours. Ils tentent une demande d'asile alors qu'ils veulent travailler, un visa étudiant sans étudier, etc. Mais une fois qu'on est dans l'illégalité, est-il normal de rester dans le pays? J'ai du mal à me prononcer, je connais la difficulté de changer de pays, mais je trouve rarement acceptable de ne pas respecter les lois du pays. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. Concernant le vol du travail par les étrangers, c'est une blague. Mes amis étrangers font le boulot que beaucoup de Français ne veulent pas faire. Ma femme n'a aucun mal à trouver un emploi et même à choisir son emploi alors qu'elle n'a aucun diplôme, qu'elle ne parle pas parfaitement la langue. C'en est effarant quand on pense qu'il n'y a pas loin de 10% de chômage dans le pays. Oui, le pays a besoin de la main-d'œuvre étrangère, mais quelque part, les sans-papiers ou les travailleurs au noir en général cachent cet état de fait en accomplissant un travail qui reste inconnu du reste du pays. Et j'ai trouvé cette réflexion extrêmement intéressante parce que, effectivement, moi aussi, que ce soit ma copine qui n'est pas, on va dire, qui a des origines étrangères, mais que ce soit même, de manière plus générale, mon cercle d'amis, tous mes amis ont des origines étrangères, quoi. Mais même, il y en a certains, c'est des origines étrangères européennes ou des origines étrangères, mais vraiment parfois de pays à la rien à voir comme ça, enfin je veux dire inhabituels, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que moi, ça me semble vraiment étrange. C'est que effectivement, du coup, leurs parents, souvent, sont par contre vraiment, ils ont la nationalité de leur pays étranger, de leur pays d'origine, mais leurs enfants, en fait, c'est pour ça que je parlais notamment d'une génération, en fait, tout au plus de profiteurs. C'est qu'en fait, après leurs enfants, ils se retrouvent intégrés dans la société, ils ont grandi dans cette société, et donc, bah c'est fini, en fait. Ça s'arrête là, et donc ça ferait qu'une génération, on va dire, voilà, même s'ils venaient pour profiter, ça ferait qu'une génération de profiteurs. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais voilà. Et donc, pour moi, cette logique est complètement absurde parce qu'on peut pas commencer à se baser sur d'éventuels tricheurs qui ne le feraient même pas pendant tout le temps, surtout qu'en plus, c'est très compliqué, mine de rien, de tricher et de pouvoir sortir de l'argent. Et du coup, pour moi, c'est pour ça vraiment que il faut à nouveau réfléchir là-dessus et se poser la question, est-ce que ça a vraiment un sens en fait d'être aussi dur avec les sans-papiers? Et surtout, en fait, je connais bien parce que justement, du coup, avec leurs parents, c'est voilà mon cercle, mais encore une fois, c'est mon cercle, hein. Mais avec leurs parents, du coup, je connais un peu les histoires qu'il y a derrière. Il y en a qui sont venus illégalement et qui ont réussi à avoir les papiers plus tard. Il y en a qui n'ont jamais eu les papiers, mais qui peuvent rester habités parce qu'ils ont un bon visa, machin truc, enfin voilà. Et, et en fait, je sais à quel point ça peut être une plaie de suivre toute l'administratif. Alors, bien sûr, moi je suis totalement d'accord avec toi, Second Wind, quand tu dis qu'il faut suivre les lois du pays, ça me semble être une évidence. Mais je sais aussi que parfois, les lois du pays sont tellement pas claires ou tellement pas bien expliquées aux étrangers que c'est très compliqué pour eux de pouvoir suivre, on va dire, le parcours légal. Et même, je trouve qu'en tant que même
allez, moi je suis vraiment originaire de Belgique dans tous les sens du terme. C'est une très grande tristesse pour moi parce que j'envie tous mes amis qui ont plein d'origines différentes et tout. Je trouve qu'au niveau culturel et au niveau même de la langue, c'est une chance infinie. Mais moi, voilà, j'ai des parents, des grands-parents qui sont belges d'origine, enfin voilà. Je crois que au plus, j'ai des origines un peu françaises ou quoi que ce soit, quand je vais loin. Mais bon, je veux dire, ça reste dans les mêmes régions. Et malgré ça, donc en étant, on va dire, un belge pur souche, hein, eh bien, je galère à être parfois totalement dans la légalité. C'est-à-dire que par exemple pour tout ce qui est contrat, parfois je suis dans l'illégalité parce qu'au niveau de la loi c'est mal fait et donc du coup je suis obligé d'être soit pendant une période, un court temps, dans l'illégalité, soit de bricoler des trucs parce que sinon je perds des droits pour lesquels normalement j'ai droit, mais comme c'est mal foutu, parfois c'est même les gens de l'administration qui viennent vous dire non mais faites pas ça comme ça, hein, vous allez perdre vos droits, donc faites... Alors il faut commencer à faire du Tetris administratif pour pouvoir réussir en fait à obtenir tous ces droits, parce que pour moi justement, et c'est ça qui me choque un peu, c'est qu'on complexifie tellement, on a tellement peur des profiteurs qu'on en devient hyper strict. Et pour moi, je crois qu'en fait, le plus gros parallèle que je pourrais faire, c'est ce fameux parallèle avec la police. On y reviendra après parce qu'on en discute aussi, évidemment. Mais où il y en a qui veulent être hyper durs avec les policiers, mais vraiment, genre, qui regardent seulement les mauvais policiers et qui disent « Ah, mais toute la police est mauvaise !» Vous voyez ? Voilà, tout le monde semble d'accord, enfin, on va dire une grande majorité des personnes semblent d'accord pour dire que c'est pas parce qu'il y a des policiers qui sont mauvais que forcément toute la police est mauvaise. Eh bien, moi j'ai l'impression que dans l'administratif, c'est souvent le cas. On considère souvent que dès que tu demandes, dès que tu essayes d'acquérir un droit, eh bien, directement, c'est parce que tu veux essayer de profiter, en fait, enfin, voilà, de l'état, enfin, voilà, de l'argent des autres. Et en fait, pour moi, c'est là où c'est une erreur de stratégie, c'est que je pense que plutôt que de vraiment rendre l'administratif hyper compliqué, je pense qu'il faudrait beaucoup plus conscientiser les gens à devenir plus responsables et avoir conscience que quand ils trichent, par exemple, enfin, voilà, qui sont au chômage alors qu'ils ne devraient pas l'être et qui touchent de l'argent du chômage alors qu'ils ne devraient pas, je pense qu'il faudrait beaucoup plus conscientiser les gens que c'est peut-être leurs voisins, leurs parents, leurs enfants qui vont voler et pas forcément, enfin voilà, pas forcément, enfin ça va pas être forcément bénéfique pour eux, que c'est pas juste, oh ben allez, je triche un petit peu et on y verra que du feu, bah que non, parce que si on a 10 qui font comme lui, à force, ça fait des grosses sommes, enfin bon, bref. Je vous invente rien. Et pour le coup, les sans-papiers, notamment, c'est pour la deuxième partie de la phrase, en effet, je pense aussi qu'ils travaillent sur plein de boulots qu'on a oubliés, qu'on ne voit plus, ou qui sont devenus normaux pour nous, parce que ça roule, mais ça roule grâce à ces gens qui souvent sont des travailleurs, parce que souvent quand on connaît, voilà, c'est souvent des gens qui viennent de pays beaucoup plus difficiles que les nôtres. Et donc, pour eux, parfois... Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais j'avoue que je connais pas beaucoup non plus de gens dans cette situation, du coup. Je connais pas beaucoup de sans-papiers. Mais je pense que pour eux, travailler dans les conditions, je vais dire, belges, même si pour nous, ce sont des travaux qui sont hyper durs, pour eux, ça va. C'est potable, quoi. Par rapport à leur pays, c'est mieux. Mais du coup, ils sont motivés pour faire ces boulots, mais il leur manque les papiers. Et j'avoue que c'est triste que ce soit si dur, alors que ce sont des boulots que nous, on n'a plus envie de faire. Et qu'on est bien content qu'il y ait ces personnes, qu'il y ait cette motivation de le faire. Et nous, on est un peu comme parfois des enfants pourriatés, j'ai l'impression. Bref, donc voilà, j'étais quand même d'accord avec globalement tout ce commentaire et je le trouvais très intéressant de le partager avec vous. On passe directement au suivant qui sera toujours Second Wind, mais sur un autre sujet. Second Wind, quand il répond sur plusieurs vidéos en même temps, c'est pour ça. Peut-être que vous le verrez plusieurs fois d'affilée, c'est normal. Mais du coup, sur un enterrement tourne mal, hein, donc les fameux policiers qui sont intervenus dans un enterrement. Et là-dessus, Second Wind nous dit « Oui, pour l'exigence de transparence, ça évitera ce genre d'article totalement vide qui ne joue que sur l'émotion. On ne sait rien de la situation, on ne sait pas comment ça a commencé, etc. » Dans ce genre de cas, je me dis « Pourquoi des policiers auraient balancé des lacrymos sans raison ?» Et d'un autre côté, je me rappelle un pote
policier me racontant qu'il a cassé volontairement le bras d'un gars parce qu'il avait dû lui courir après une pourriture. Donc avis mitigé, mais une chose dont je suis sûr, l'article est vide d'informations exploitables. Et je suis 100% d'accord, et c'est en fait d'ailleurs tout ce que je voulais dire en fait par rapport à cet article quand je l'ai lu, c'est que oui, en fait c'est ça qui me choque. C'est que en fait, pour moi, la policier, on devrait avoir 100% confiance. Et quelqu'un m'avait souligné que, effectivement, les policiers prêtent serment. Et c'est vrai que j'avais complètement occulté ça. C'est vrai que comme les policiers sont sous serment, normalement, ils ne peuvent pas mentir. Mais pour que ça marche, il faudrait qu'on... Voilà, comment dire, qu'on punisse gravement ceux qui, sous serment, mentent, en fait. Et que c'est avéré. Et le problème, c'est que comme on ne le fait pas, et qu'en plus les policiers connaissent mieux la loi souvent que les citoyens, ils se permettent d'être plus flous ou de moins bien remplir leurs devoirs d'enquête, etc. Et comme ça, en fait, ils risquent moins gros. Et alors, bon, autant je peux comprendre que ça doit faire plaisir aux policiers qui font bien leur job et que c'est de l'administratif, donc s'ils aiment être sur le terrain, ça doit leur casser un peu les couilles après de leur expliquer en détail ce qu'ils ont fait. Mais d'un autre côté, ceux qui par contre sont pourris, hein, on va le dire comme ça, ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui ne sont pas forcément là pour rendre service à la population et on va dire plus généralement au système, hein, qui est choisi démocratiquement et qu'ils sont beaucoup plus là pour finalement desservir leur propre idéologie de ce que c'est que la justice, eh bien, eux, il faut savoir les détecter. Et là, pour le moment, c'est extrêmement compliqué de les détecter. Et cet article, pour moi, était une preuve parfaite de ça, parce que voilà, les policiers, ils ont tellement mal rempli leurs papiers qu'on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il y a des trucs qui sont contraires, il y a des trucs qui ne correspondent pas avec des déclarations de témoins, il y a des trucs qui ne correspondent pas avec des déclarations de victimes. On sait pas. On ne sait pas. Et voilà, les policiers sont sous serment, c'est bien beau. Et moi voilà, je trouve que voilà, sous serment, c'est hyper important. Symboliquement, c'est hyper important. Mais je pense que d'un autre côté, il faut pas se leurrer, quoi. Quand on voit, c'était qui voilà, oui, quand on a vu par exemple le procès de Trump, hein, et le nombre de personnes qui ont menti sous serment, hein, faut arrêter de déconner, quoi. Quand on voit le nombre de personnes qui vont face à la justice et qui mentent sous serment, enfin, je veux dire, mais je pense que c'est humain, en fait. C'est que quand tu sais que si tu dis la vérité, tu risques la tôle, je pense que tu vas mentir. Et en fait, c'est là où pour moi, enfin voilà, il y a... Enfin, ça doit quand même... il faut faire quelque chose. On peut pas se permettre que ça reste aussi transparent. Il faut qu'on ait des outils, hein, qui nous permettent de vérifier que les policiers ne mentent pas. Et en fait, permettre ça, ça permettra d'avoir plus confiance en la police et aussi que leur serment ait un réel intérêt, en fait. Et c'est pour ça, encore une fois, que je le dis, mais il faut punir les policiers qui mentent sous serment. Mais il faut les punir vachement parce que, comme ça permet aussi d'envoyer un signal fort aux policiers qui pensent à mentir, en se disant « il vaut mieux que je mente plutôt que de ne pas mentir et avoir de la tôle. Si je mens et qu'on m'attrape, c'est vrai que ce sera un petit peu plus grave, mais pas beaucoup plus. » Là, il faut vraiment qu'ils se disent « putain, mais si je mens et qu'on voit que j'ai menti, eh ben, je sais pas, ma peine sera doublée, par exemple. » Voilà, ça je trouverais ça un peu plus logique, en fait. Et là, en France, en Belgique, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas, mais un peu, parce qu'on avait parlé d'ailleurs l'autre jour, hein, d'un article où un gamin s'était fait taper dans une camionnette, un fourgon de police en Belgique, hein, et on n'a jamais retrouvé les coupables, selon la police des polices en Belgique, hein, comme ça qu'elle s'appelle. Et l'IGPN, c'est un peu la même chose, quoi. C'est ah non, mais on voit pas, ils sont où les policiers? Et non, ça va pas. Il faut attraper les policiers qui mentent, les policiers qui font des choses qui ne sont pas correctes. Et je suis sûr que ça redonnera un regain de confiance en la police et le citoyen. Et pour la parenthèse sur le pote policier, moi j'ai eu des nouvelles aussi d'un pote policier. J'anonymise parce que bon, bah voilà, on peut pas donner... Vous le savez, hein, on ne peut pas donner comme ça. Enfin, ça pourrait apporter des problèmes, même si moi ça me choque, hein, qu'un policier puisse pas s'exprimer librement sur parfois sur ses conditions de travail, sur ce qui se passe au sein même de la police. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat. Et effectivement, cette personne disait que c'était extrêmement compliqué
parce que effectivement, apparemment, cette personne a des idées en fait qui sont différentes des autres policiers, et du coup vraiment genre elle se fait insulter, harceler, enfin bon bref, ça a l'air assez difficile, assez compliqué, et tu te dis mais putain quoi, c'est chaud quoi. Ça donne pas envie d'être flic, hein. Ça donne pas envie. Bref, donc oui, je pense qu'il faudrait un vrai travail sur la police et que tout ce cirque s'arrête et qu'on arrête de défendre ceux qui déconnent parce que ça ne rend service à personne. Quand la Flandre pollue toute la Belgique, donc la pollution hein, qui pollue en Flandre, la société 3M qui pollue et que cela retombe sur toute la Belgique, c'est assez terrible. Là-dessus, nous avons Berek Morgan qui nous dit 10 minutes, mais pour avoir des remords la nuit, il faudrait qu'ils se sentent responsables et les processus décisionnels distants, externalisés, tendent à déresponsabiliser les gens. Dans ce cas précis, j'y peux rien, moi, c'est une décision du siège social, où il n'y a pas de centre de retraitement en Belgique, où nos prélèvements étaient dans les seuils jusque-là, etc. Et c'est vrai que je suis assez d'accord, et c'est, je vais faire par paragraphe ici, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Moi-même, c'est un truc qui m'énerve profondément, c'est que par exemple, j'ai dû appeler la COCOM, donc l'organisme qui s'occupe à Bruxelles de la santé, parce que notamment, j'ai quelqu'un qui vient de France, ici et qui est vacciné. Et je trouvais ça anormal que cette personne devait se faire tester pour le Covid-19 alors que cette personne était vaccinée et dans toutes les règles de l'art, quoi. Donc 2 semaines après sa dernière injection, etc. etc. Et je demande au gars d'avoir un responsable pour parler. Parce que le gars me dit « Ah mais non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ». Et donc je lui dis « Mais j'aimerais avoir un responsable en fait ». J'aimerais parler à quelqu'un qui peut prendre une décision. Ah non, monsieur, c'est impossible. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de manière générale. Ça va même dans les sociétés. Quand j'appelle, par exemple, Orange et que je dis je veux avoir un responsable, on me dit ah non, c'est pas possible. Quand je dis, c'était quoi, Cambio, j'avais eu un problème avec eux, j'avais dit je veux un responsable, ils m'avaient dit ah non, c'est pas possible. Et ça, je suis entièrement d'accord. On a tendance, en fait, je trouve, hein, que maintenant, c'est hyper compliqué de trouver un responsable. Et je trouverais ça normal, en fait, d'avoir la possibilité de parler à un cadre. Parce que moi, je demande pas, par exemple, voilà, quand j'appelle, j'invente, mais quand j'appelle la COCOM, donc le truc administratif de la santé, je m'attends pas à avoir le ministre de la Santé au téléphone. Je m'attends à avoir quelqu'un de responsable, un cadre, qui est capable de me répondre et de lui prendre la responsabilité de ce qu'il dit. Et lui prendre la responsabilité aussi d'avoir connaissance de ma situation et de me dire, bah non, désolé, ou pas désolé, hein, d'ailleurs, ça se fait pas. Au contraire, parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi ça, une démocratie, en fait. C'est pas juste dire, ah ben non, la loi, c'est la loi. Et c'est pour ça qu'il y a des juges, d'ailleurs. C'est parce qu'on considère bien que chaque personne est différente, que chaque condition peut être différente, et que donc, pour certains jugements, quand on va devant le juge, c'est un être humain qui va considérer, avec tous les éléments en sa possession, si la personne en face rentre dans le cadre de cette loi ou pas. Et je trouve ça extrêmement triste qu'aujourd'hui, il soit si compliqué de tomber sur quelqu'un qui peut affirmer, qui peut prendre des responsabilités, parce que ça devrait juste être normal et naturel, en fait. Parce que, et on en avait parlé d'ailleurs avec Second Wind dans un autre débat, mais pour moi c'est ça en fait aussi la prise de responsabilité, et c'est pour ça que ça justifie aussi un salaire plus élevé, c'est que plus tu as des risques de déconner et que ça se répercute sur l'entreprise, et plus tu dois être payé. Donc un cadre qui recevrait des appels et qui pourrait engager voilà, des différentes parties là-dedans, eh bien je comprends qu'il soit bien payé parce que du coup, eh ben, il pourrait sauter à tout moment s'il déconne, quoi. Et ce sont des décisions pas faciles à prendre. Mais bon, bref. On continue. 12 minutes 45. Les valeurs à géométrie variable, c'est normal et non condamnable. Exemple, tu fais sans doute partie de l'immense majorité des personnes qui pensent qu'on ne devrait pas mourir de faim en Belgique. Pourtant, il y a fort à parier que tu ne vas pas, après ton boulot le soir, faire des courses alimentaires et les distribuer au SDF. Est-ce que ça fait de toi une personne incohérente ? Juger dans la façon dont un tel ou un tel vit sa foi relève de la juridiction divine et, dans une moindre mesure, ecclésiastique. La justice humaine, elle, juge sur des lois.
Là, en l'occurrence, c'était des ministres de l'écologie belges. Leur rôle est de défendre l'écologie sous juridiction belge. Si les mecs savaient, ce qui est fort probable, cela n'est plus une faute morale, mais une faute professionnelle, sûrement pas les bons termes. Et ça, c'est sous la juridiction de la justice humaine. Et je suis totalement d'accord. En effet, en fait, c'était c'était un petit peu du second degré. C'était un peu pour parler de ça et faire un peu la blague de putain, mais tu sais, c'est un peu le gars qui dit ah, il faut pas tuer, hein. Moi, ma religion m'interdit de tuer, mais bon, lui, comme c'est un hérétique, je le tue, tu vois. Mais tu as raison, et c'est important de le souligner, évidemment. Ici, c'est pour ça que c'est d'ailleurs scandaleux, hein, c'est que ce n'est pas juste une faute morale, mais une faute professionnelle. Et c'est bien le souci, hein, c'est qu'on aimerait que finalement, si faute professionnelle il y a eu, qu'ils en subissent les conséquences. Ça me paraît être le minimum, alors que si ça avait été une faute morale, comme tu le dis, peut-être qu'ils auraient dû eux-mêmes aller s'excuser auprès de leur croyance ou de leur religion, ou que sais-je, hein, de leur idéologie, mais pas forcément auprès des gens, en fait. Quoique, ça peut aussi, hein, parce que par exemple, une personne qui a dit des propos racistes ou quoi que ce soit, on peut aller... parfois, ils s'excusent, parfois. Mais donc effectivement, on est tous d'accord qu'ici c'est surtout une faute professionnelle et que c'est ça qu'on attend qu'ils répondent de leurs actes et plutôt ici de leurs non-actes. La fin de la vidéo marque un constat d'échec d'un système anticorruption. La vraie question est quel système pourrait-on imaginer pour s'assurer que les dirigeants défendent les intérêts de la nation et de son peuple. Bonne journée. Et voilà, en fait, c'est surtout ça. J'avais mis un love parce que je trouvais que, voilà, déjà, c'était bien écrit. Mais du coup, effectivement, je suis totalement d'accord avec cette question et je pense que c'est une question qui est extrêmement compliquée parce que pendant très longtemps, on a cru que les personnes incorruptibles étaient les personnes riches, les personnes que l'on payait correctement, et c'est pour ça d'ailleurs que nos hommes politiques sont payés une blinde. C'est pas juste parce qu'on veut que ce soit des bourgeois qui s'en mettent plein les fouilles, même si peut-être il y a un peu de ça. Là-dessus, je vais pas rentrer dans le débat, mais certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Mais en fait, il faut savoir qu'aussi, si les dirigeants sont extrêmement bien payés, c'est parce qu'on estime qu'un Premier ministre, par exemple en Belgique, ou un président en France, aura moins de chances d'être corrompu s'il est payé correctement, dignement et de manière riche et qu'il n'ait pas de problème d'argent, plutôt que si il est payé 500 balles par mois alors qu'il fait un boulot de taré en net et qui doit aller mendier après dans la rue pour manger, quoi. Alors là, il y a un mec qui va arriver qui va faire « Hey mec, tu veux 1000 balles ? Eh ben, vote ça !» Et effectivement, en fait, à l'époque, on s'était dit « Bah tiens, on va les payer cher, comme ça, ils auront aucune raison d'être corrompus. » Mais effectivement, on remarque maintenant avec le temps et l'expérience qu'on n'avait pas forcément avant, hein, parce que finalement la démocratie comme on la connaît aujourd'hui, c'est quand même assez récent. Et on se rend compte que finalement, bien payer des gens n'est largement pas suffisant. Il suffit de regarder les multiples scandales. Il y a le procès Big Malion en ce moment avec Sarkozy, hein, où l'on voit que finalement, aujourd'hui, est-ce que c'est parce que les échelles ont changé ? Est-ce que c'est parce que... quelle que soit la somme que tu as, parce qu'on voit notamment que les gens les plus riches parfois sont les plus corrompus. Donc on voit que c'est pas forcément une question plutôt d'argent, mais peut-être que c'est autre part qu'on devrait trouver la solution à ce système anticorruption. Et en ce moment, on penche plutôt vers la transparence, hein, le fait que finalement, peut-être qu'un dirigeant, peut-être même qu'une personne, de manière générale, n'a pas forcément à cacher tout ce qu'elle fait, et qu'on devrait redéfinir ce qu'est la vie privée, et notre rapport à l'argent. Mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça que ça bouillonne tant, c'est parce que on s'est posé la question justement pour notamment les fraudeurs des aides sociales, où on est devenu de plus en plus intrusif par rapport à leur vie privée, et je pense que maintenant, justement, plus il y a de gens qui se retrouvent dans la sauce, on va le dire comme ça, plus de gens qui vont vers la classe moyenne ou qui passent de la classe moyenne à la classe pauvre, eh bien, je pense que ces gens se posent de plus en plus la question, mais finalement, si nous, on doit être plus transparent, pourquoi est-ce que l'État ne doit pas l'être lui aussi ? Et bref, il semblerait qu'on se dirige vers ça. Maintenant, évidemment, c'est une question très complexe, et je ne suis même pas sûr qu'un jour on aura la réponse. Je pense qu'on ne pourra jamais endiguer à 100% la corruption, mais je pense qu'on peut faire en sorte
de s'approcher d'un perfectionnisme, comme à une époque on pensait qu'il était impossible d'empêcher les meurtres, hein, de sang-froid, et finalement aujourd'hui on s'en tire pas trop mal quand même, niveau des stats, etc. Il fut un temps où on pensait que les gens ne pouvaient pas donner leur opinion parce que c'était tous des gros cons, et aujourd'hui finalement ça va encore quoi. Euh, Bref, je trouve ce sujet extrêmement intéressant mais extrêmement complexe. Les vêtements inacceptables, hommes, femmes et liberté. Donc on a parlé effectivement du code vestimentaire et de fameux scandale du voile, et plus largement du scandale des écoles, hein, et des mini-jupes, hein, très dérangeantes parce que ça là déconcentre certains. En vrai, il y a eu justement des commentaires beaucoup plus constructifs que ce que j'ai pu lire dans les journaux de la part de certains politiciens. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo avec vous. C'est parce que je trouve qu'en fait, finalement, parfois, on a des réflexions bien plus intéressantes que ce que je peux lire. Et putain, je peux vous dire, hein, cette chaîne, parfois, me redonne foi en l'humanité. Et j'espère que c'est votre cas aussi. On a Philka notamment qui nous dit... Alors vous voyez, il y a eu 4 réponses, hein, on a un petit peu débattu, je vous invite à retourner sur les vidéos pour débattre. Je ne prends pas toujours tous les commentaires, je le répète. Ah là là, l'habit va avec la situation, le lieu, les gens autour. La chose qui rend le débat complexe, pardon, ce sont les limites. Je vais te donner un exemple concret. Je suis responsable d'une agence d'intérim, certains candidats en recherche d'emploi se présentent dans des tenues où je sais d'avance qu'elles ne seront pas prises. Est-ce que je dois porter sur mes épaules le fait de changer la société sur des a priori non justifiés pour certains de mes clients, ou est-ce que je dois juste dire à mon candidat n'y allez pas dans cette tenue? Et là-dessus, en fait, je lui ai répondu tout simplement que c'était vrai, qu'évidemment que lui, son travail en tant qu'agence d'intérim, c'est qu'il a des clients. Et vous savez que, je vais mettre des gros guillemets, mais le client est roi, c'est un peu la base, je vais dire, de l'économie. Donc ceux qui te payent, évidemment, tu vas essayer d'arrondir les angles, d'avoir un service en fait, simplement un service. Et pour donner ce service, tu dois promettre une certaine qualité. Et par exemple, voilà, si tu as des clients racistes, eh bien t'as pas le choix, tu dois faire avec. Ou alors tu ne travailles pas avec ces clients, mais parfois c'est pas toi qui choisis. Et en l'occurrence, Philka, je ne pense pas qu'il soit CEO de la société. Peut-être, hein, je ne sais pas du tout, hein. Mais effectivement, même, je veux dire, même s'il est CEO, ça peut totalement se comprendre. Il faut vivre avec les gens qui nous entourent, hein, soyons totalement honnêtes. Et parfois, il y a des gens qui sont importants et malheureusement, t'as pas le choix, tu dois te plier. Et alors, auquel cas, là, effectivement, j'ai envie de dire, je l'ai dit d'ailleurs, mais effectivement, si tu peux te permettre d'envoyer des gens sans qu'ils soient jugés, évidemment, fais-le. Mais après, malheureusement, il y a aussi les réalités. Et ici, t'as pas un rapport. C'est pas un rapport entre deux personnes normales. C'est un rapport entre société et client. Tu vois ce que je veux dire? Entre employé et client, si on veut, puisque du coup, le client t'emploie entre guillemets. Et bon, c'est il y a une espèce de hiérarchisation du coup qui se forme. Et t'es pas forcément, pour moi en tout cas, responsable du coup, de ce que le client te demande. Donc pour moi, la faute n'est pas forcément dans le fait de dire au candidat, écoute, t'as peu de chances de te faire prendre dans cette tenue, parce qu'après, en fait, aussi, tu vas dire ça à ton candidat, mais enfin, ton candidat, s'il a envie de quand même se présenter dans ses vêtements, on va dire, incorrects, enfin, c'est son choix, et s'il n'est pas pris, bah, tu vois, genre, je veux dire, ce sera pas étonnant, quoi. Ce sera triste, mais pas étonnant. Donc ça vient après à sa responsabilité à lui de choisir peut-être si finalement bah, il veut essayer peut-être passer à côté d'un emploi pour des stéréotypes stupides, ou bien est-ce qu'il veut garder ses valeurs, son idéologie, et enfin son idéologie, c'est pas une idéologie mais plutôt ses valeurs, et se présenter tel qu'il est. Mais pour moi là c'est effectivement plutôt la faute du client, tu vois. Et justement c'est pour ça que je pense que, on va dire dans la vie de tous les jours, au quotidien, il faut défendre une inclusivité, que ce soit à l'école, que ce soit, voilà, en fait, partout, de manière générale, on ne doit pas accepter qu'on juge les gens sur leurs vêtements. Parce que ton client, c'est pas toi qui va le faire changer en étant responsable voilà, d'une agence d'intérim. Tu le feras accepter seulement si toutes les agences d'intérim marchent comme ça, ou si toute la société trouve ça incorrect. Parce que, par exemple, le racisme,
normalement, c'est illégal. Donc par exemple, normalement, t'as pas de clients. Alors je sais que dans la vie c'est plus compliqué, mais normalement, t'as pas de clients qui vont te dire cash, moi je veux pas d'étrangers, quoi, tu vois. Ou en tout cas, tu pourrais t'en plaindre, tu pourrais ternir sa réputation, des trucs comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'en tout cas, c'est pour ça qu'on doit tous se battre, entre guillemets, en dehors de notre travail, en dehors de nos hobbies ou je sais pas quoi. Je pense qu'on doit tous commencer à se dire, bah putain, finalement, c'est pas l'habit qui fait le moine. Et moi, honnêtement, justement, c'est ça que je trouve assez marrant. Personnellement, de mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui étaient parfois mal habillés, mal présentés. Et justement, ils étaient tout le contraire de ce qu'ils montraient au premier abord. Et à contrario, j'ai vu tellement de gens mais voilà, c'est mon expérience, j'insiste dessus, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai vu tellement de gens venir en smoking, en truc, tu vois, classe et tout. Et puis, ils font n'importe quoi. Et t'es là en mode, oh mon dieu. Ok, je comprends pourquoi il a mis le smoking. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de faire abstraction à ça. Maintenant, on est humain, hein, et voilà, on a tous appris que tous les hommes politiques sont en smoking. Donc on aura plus de respect, par exemple, pour quelqu'un qui est en smoking que quelqu'un qui est, je sais pas moi, en short avec des tongs et des chaussettes. Mais vous voyez où je veux en venir, c'est que je pense qu'il faut vraiment faire cet effort d'essayer d'accepter tout le monde et d'être ouvert en fait aux différentes tenues, aux différentes façons de s'habiller. Sauf évidemment, hein, parce que dans la construction par exemple, tout le monde est obligé de porter des chaussures de sécurité, des pantalons, etc. Mais c'est pour la sécurité de la personne. Donc sauf quand c'est pour la sécurité de la personne, comme les uniformes qu'on donne aussi par exemple dans les restos et tout, pour pas que tu te salisses. Bref. Évidemment, sauf dans ces cas-là. Mais quand je pense que c'est quelque chose qui ne t'expose pas forcément, le débat devrait être ouvert et on devrait commencer à s'accepter les uns les autres comme on est. Et c'est en le faisant en dehors de nos différentes activités qu'on arrivera à faire en sorte que tout le monde l'accepte. Un peu comme d'ailleurs la discrimination de manière générale. Voilà. Toujours sur la même vidéo, hein, nous avons Second Wind qui nous dit... la tenue imposée n'a rien d'un sujet qui ne touche que les femmes. En ces jours de grosse chaleur, les féministes ont-elles déjà regardé les tenues de leurs collègues masculins? Une femme peut porter sans problème une tenue sans manches avec un certain décolleté, des chaussures ouvertes et une tenue courte et ample. Un homme sera très mal vu s'il n'a pas de chaussures fermées, un pantalon et un haut couvrant les épaules et montant au cou. La différence entre un Marcel et un t-shirt en termes de régulation thermique est énorme. De mon point de vue, les femmes ont beaucoup plus de liberté dans le choix de leur tenue qu'un homme vis-à-vis du regard de la société. La question de l'habillement et une lutte féministe me semble être une mauvaise manière d'aborder ce débat. Et je suis d'accord, mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait justement, moi j'ai été longtemps dans... Voilà, mon ex était très très proche des milieux féministes. Elle avait une famille extrêmement féministe, donc hyper impliquée et tout. Donc j'ai été très proche des milieux féministes pendant un petit temps, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que même les féministes elles-mêmes le disent qu'il faut arrêter de faire chier les hommes qui se mettent en short. Il faut arrêter de... par contre, mais voilà, hein, comme ils disent, en fait, tout ce qu'ils demandent, c'est tant qu'il y a un peu de décence, que ce soit des deux côtés, hein, parce que les femmes ne sont pas forcément contentes quand il y a un mec, on l'a entendu à un moment donné, quand un mec se met dans le métro, écarte ses jambes en short et qu'on voit sa testicule dépasser, je dois même dire que moi-même, je suis là en mode, mais mec, putain, d'où tu viens, quoi. Donc voilà, et je pense que ça choquerait autant qu'une femme qui aurait, dont on verrait, je sais pas, bref, qui serait comme ça, les jambes écartées dans le métro ou dans le tram, et qu'on verrait tout, quoi. Et attention, je parle même pas encore de la culotte ou du slip, parce que bon, ça encore, ça cache notre sexe, quoi, mais moi, je parle vraiment du fait qu'on voit des choses, qu'on voit le sexe, quoi. Et en fait, c'est ça que je trouve, en fait, le truc. C'est que effectivement, t'as totalement de raison de le souligner, je l'ai probablement pas assez souligné dans la vidéo, mais c'est ça que je trouve dommage, c'est que on devrait vraiment laisser, que ce soit les hommes ou les femmes, s'habiller comme ils veulent, en fonction de comment ils le sentent aussi, parce que parfois c'est physique, tu le dis toi-même, mais parfois c'est beaucoup plus agréable de se mettre en short et en... Moi je suis en pantalon là, je meurs, d'accord? Je meurs et aujourd'hui il pleut dehors.
Mais du coup, ouais, c'est... Enfin ouais, je trouve qu'on devrait vraiment ouvrir le débat. Je trouve aussi qu'on devrait faire plus de vêtements différents pour les hommes. Et je trouve qu'on devrait commencer à ouvrir la mode, en fait, aux hommes et qu'on devrait commencer à vraiment faire beaucoup plus de choses différentes. Parce que je trouve ça dommage, en fait. Les femmes ont 1 milliard de vêtements différents à porter. Et nous, les hommes, bah... T-shirt, chemise. Allez, on va compter les smokings dedans. Pantalon, short. Kilt. Enfin, je trouve qu'on tourne vraiment souvent en rond, on revient vite au même truc et c'est dommage. Et ce serait vraiment cool d'avoir des trucs un peu plus originaux, un petit peu plus différents et pourquoi pas vraiment laisser aller la créativité et la créativité d'ailleurs comment on appelle ça, des créateurs de mode, hein, des designers. Et bon bref, moi je trouverais ça cool. Moi je trouverais ça cool et je suis pour cette ouverture. Mais du coup, tu fais très bien de le souligner. J'étais totalement d'accord avec toi. Alors, Ronaldo fait baisser Coca-Cola, hein, évidemment. Encore une fois, second wind, hein, je vous l'ai dit, il le fait par rafale. Qui nous dit: oh là, cherchez Nasdaq sur Internet. Le Nasdaq, c'est l'un des plus connus et des plus gros indices boursiers américains, au même titre que le CAC 40 en France. 19 000 milliards de capitalisation, par ailleurs une baisse de 1% pour une action, c'est absolument normal. Aujourd'hui par exemple, moins 2,15%, mais je dois avouer que le sujet est à la fois amusant et intéressant. Et voilà, je l'ai épinglé hein, parce qu'effectivement c'était important de rappeler ce qu'était le Nasdaq. Je connaissais pas du tout ce que c'est, comme quoi on apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz, hein, bien sûr. Là-dessus, on a Pierre qui nous précise même la chose, hein, Pierre 1.8, sur la même vidéo. Il faut tout de même relativiser tout cela, car Coca représente un peu plus de 230 milliards et que les cours des actions fluctuent sans intérêt et que tout est un prétexte des petites baisses, hausses d'actions. Une baisse de 1 à 2%, c'est rien du tout. Et si on regarde la courbe sur les 6 derniers mois, cette baisse ne représente rien du tout. L'action Coca était même beaucoup plus basse en février et atteint un peu son plafond de verre, donc des baisses sans logique. Et aussi, il ne faut pas nier le fait que c'est souvent la spéculation qui impacte le cours de l'action. Ce genre de non-événement pour Coca peut être utilisé par les plus gros portefeuilles en actions pour vendre un bon paquet d'actions à la hausse, pour ensuite en racheter plus tard à la baisse et ainsi gagner de l'argent. Les marchés ont tendance à s'affoler lorsqu'il y a des ventes plutôt massives d'actions, et donc le reste du monde a souvent tendance à suivre. Et plus les marchés s'affolent, et plus il y a des tendances à la baisse ou la hausse en fonction des actualités. Voilà, en réalité, on s'en fout, globalement. C'était juste une nouvelle drôle. L'UEFA a quand même appelé apparemment Ronaldo, qui doit en avoir absolument rien à battre. Je vous le dis quand même, absolument rien à battre. Moi je serais à ta place, alors vraiment je m'en foutrais royalement. Mais c'est normal aussi que l'UEFA, puisque c'est un sponsor, évidemment ils sont un peu mal à l'aise. Mais c'est vrai que pour Coca ça ne change pas grand chose. Et comme ils le disaient eux-mêmes dans l'article, hein, l'important c'est d'être vu, ça a fait parler de Coca. Et au final ça va peut-être amener des choses positives à Coca plutôt que des choses négatives. Hein. Un Dieselgate. Bref, honnêtement, c'était un peu... voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais je trouvais que justement, étudier parfois ces phénomènes économiques est intéressant et amusant, surtout ici quand c'est un truc un petit peu bullshit, mais qui permet aussi de parler un petit peu de la Coupe d'Europe, quoi. Parce que mine de rien, on reste tous des footix. Hein. Les vêtements inacceptables, je crois que c'est le dernier commentaire d'ailleurs pour aujourd'hui, hein. Karan H qui nous dit « Merci pour ce coup de gueule, nos sociétés sont beaucoup trop rigides, voire obscurantistes sur certaines choses, à croire que tout le monde ou presque est prié d'avoir honte de ce qu'il est. J'espère que l'on progressera vers un rapport plus sain à l'autre quand même. » Et moi aussi en fait, et je pense que en dehors de tous ces débats, c'est pour ça, je vais vérifier si c'est le dernier commentaire, c'est bien le dernier commentaire. En dehors de tous ces débats et tout, je trouvais ça bien d'ailleurs de terminer par ce commentaire, parce que justement, en fait, c'est un peu le propos derrière, c'est que je pense que on peut débattre, on peut discuter de tout ça, se demander quand est-ce que ça va trop loin, quand est-ce que ça va, ou quand c'est acceptable, quand c'est inacceptable. Et moi, quand j'étudiais l'histoire, j'avais dû faire un travail sur le bikini, l'évolution du maillot de bain, en époque contemporaine, je crois. Et donc c'était hyper intéressant parce que derrière cette évolution du maillot de bain, on est quand même passé d'un truc qui était, mais vraiment, hein, qui avait des manches et qui avait carrément, ça cachait les chevilles des femmes, etc., à un truc où finalement on se retrouvait avec 2 morceaux de tissu
un sur le sexe et un sur les seins. Et même le monokini qui petit à petit s'est démocratisé petit à petit. Et donc tout ce débat sur les vêtements en fait a déjà existé. Tout ce débat de jusqu'où on peut aller. Et à l'époque, par exemple, ça choquait énormément de voir les chevilles et il y a eu un énorme débat autour de ça. Et moi, en fait, c'est ce que je veux dire, en fait, c'est que je crois qu'on peut avoir des débats sur tout. Je pense qu'on peut se poser la question de, notamment le fait, voilà, de est-ce qu'on peut montrer ou pas? Est-ce que les épaules devraient être visibles ou non? Est-ce que, voilà, ok, moi ça me dérange pas d'en débattre, mais je pense qu'il y a un moment donné aussi où il faut pas oublier que derrière nos propres expériences aussi, on fait face à des gens qui ont des expériences différentes, et vous êtes la preuve même, puisque vous-même, vous m'amenez des manières de penser différentes, des manières de voir les choses différentes. Et je pense que du coup, en dehors de tout ça, c'est important de ne pas oublier qu'en face de soi, on a des gens différents, et qui ont aussi des corps différents, et que donc il y a des femmes, par exemple, qui se sentent hyper mal à l'aise, qu'on puisse voir leur poitrine, comme il y en a qui adorent attirer l'attention par leur poitrine. Il y en a qui préfèrent, par exemple, j'invente leurs fesses, comme il y a des hommes qui préfèrent leurs fesses, comme il y a des non-binaires qui préfèrent leurs fesses. Enfin, je veux dire, et je pense qu'en réalité, hein, il y a vraiment des... Enfin, c'est surtout ça, en fait. C'est que je comprends que se mettre à poil dans la rue n'est pas normal et acceptable. Peut-être qu'il y a vraiment des limites qu'on doit imposer, parce que sinon, ça devient la foire à la saucisse. Mais je crois que tant qu'on n'est pas non plus arrivé à ces limites, peut-être qu'on doit être un petit peu plus coulant. Et peut-être qu'on doit attendre de voir que, enfin pour moi, qu'on doit relâcher la pression avant d'en remettre. C'est quand il y a des abus, en fait, qu'on resserre la vis. Et pas l'inverse. On ne prédit pas les abus qu'il pourrait y avoir, et donc on resserre déjà la vis. On peut pré-shot ceux qui vont essayer de contourner la loi ou quoi. Et c'est à ça que sert notamment un gouvernement. Mais ceux qui veulent contourner la loi, ils contournent toujours la loi. Et peut-être que le plus simple, c'est d'abord de permettre au plus grand nombre de se sentir bien, et puis petit à petit de s'occuper des exceptions et des personnes différentes. Enfin, quand je dis différentes, c'est des personnes qui vont, on va dire, le faire de manière malhonnête. Hein. Pas des, parce que pour moi, par exemple, une fille qui met un truc où on voit les... Enfin, un t-shirt où on voit les épaules ou quoi que ce soit... Ben, en fait, ça fait chier personne, en vrai. Faut arrêter de déconner à un moment donné. Pour moi, ça fait chier personne. Mais, et elle ne le fait pas dans un but malfaisant, vous voyez. Elle ne le fait pas dans le but de nuire à autrui. Peut-être qu'elle nuit à autrui. Mais justement, c'est là où le débat a sa place, quoi. Mais tant que ces personnes ne le font pas dans un but malhonnête, je pense que justement, on doit permettre à ces gens de pouvoir s'exprimer et de pouvoir entrer dans le débat avant de resserrer la vis et de prendre des décisions. Voilà. Je sais pas si tout ça était très clair et vraiment très pertinent. Mais en tout cas, respectez-vous les uns les autres, faites attention à vous. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à la commenter évidemment, hein, à donner votre opinion sur tout ça. Et puis sinon, bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein, bien sûr. Voilà. La bise, et à bientôt.